merci Monsieur le Président et surtout merci à Monsieur Supio également de m'avoir donné cette confiance et surtout une mission impossible de remplacer Madame Atkinson. Donc je vais essayer de partir de mes propres constatations pour vous présenter quelques aspects du droit chinois en matière sociale et sanitaire. Alors la tâche m'a été en même temps simplifiée et facilitée par l'intervention du professeur Li Bing. Donc je voudrais d'abord faire quelques remarques sur sa présentation. En réalité, je souscris également à un certain durcissement, ce que je vais appeler plus tard l'objectivation de la responsabilité en droit chinois. Et en même temps, dans ma présentation, ce sera également une présentation assez complémentaire par rapport à celle du professeur Li Bing, parce qu'il a surtout parlé de la responsabilité pénale et des aspects liés au pouvoir public. Et dans ma présentation, je vais surtout vous parler de la responsabilité vue du côté des entreprises, donc régulée par le droit privé. Alors, quelques éléments généraux également pour évoquer la situation générale en Chine. M. Li Bing avait parlé d'une crise ou d'une généralisation des crises en Chine. Je peux donner peut-être un aspect plus émotionnel ou sentimental à cette généralisation. On pourrait s'imaginer en réalité la ville de Londres au XIXe siècle sous la plume de Dickens ou bien avec Engels qui écrit sur la situation de la classe ouvrière en Angleterre. En réalité, en Chine, la situation d'aujourd'hui n'est pas tellement différente. En réalité, en février dernier, il y avait un événement sensationnel qui a profondément secoué la Chine. Il y avait eu un documentaire qui a été mis en ligne gratuitement, qui a été ensuite visionné plus de 200 millions de fois en 48 heures. En réalité, il s'agit d'un documentaire enquête sur la pollution atmosphérique en Chine, réalisé par Madame Chai Jing. Et cela montre bien que c'est un sujet désormais national et chaque citoyen est appelé à répondre à cette généralisation de la crise écologique, sanitaire et sociale. Parce que si ce documentaire a pu susciter un engouement général en Chine, c'est parce qu'avant cet événement, on avait connu plusieurs incidents graves en matière sociale et sanitaire. Je prends quelques exemples. Par exemple, en 2007, on avait trouvé dans des mines de charbon des employés, surtout des enfants, qui ont été enlevés et après qui ont été forcés à travailler dans ces conditions qui ne sont pas du tout décentes. Et en même temps, en 2008, on a eu un scandale alimentaire lié au lait frelaté. Donc, un produit qui est réellement nuisible pour la santé des enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, la Chine doit répondre à cette situation qui est tout à fait difficile et qui concerne chacun et chacune des citoyens. Alors, le droit chinois, quelle réponse peut-il donner à cette situation ? M. Li Bing a évoqué l'évolution de notre système juridique. En même temps, c'est très intéressant quand on regarde le développement du droit chinois du côté du droit privé. Car après la révolution culturelle, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une reconstruction de notre système juridique. Surtout en droit privé, on parle des tentatives de codifier les règles en matière civile. Mais dès lors qu'on pense à la responsabilité des entreprises, on peut s'apercevoir que, en réalité, en Chine, ces deux tentatives ou ces deux sortes de réflexions coexistent. Autrement dit, il y a une corrélation entre la réflexion sur la mise en place de la responsabilité sociale des entreprises et la mise en place des règles de droit commun en matière civile. Alors, en matière de la responsabilité sociale des entreprises, on doit notamment un ouvrage pionnier au professeur Liu en fin des années 90. Donc, cet ouvrage a pu susciter des débats doctrinaux assez importants que je résume en quelques mots. En réalité, pour le débat sur la RSE, ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociale des entreprises en Chine, il y a une certaine opposition entre une approche volontariste et une approche qui est plus juridique.
Et personnellement, je prends parti pour l'approche juridique, c'est-à-dire les manifestations de cette responsabilité en droit. C'est ce que je vais appeler l'objectivation de cette responsabilité sociale des entreprises. Alors, j'aurais pu aussi inclure les aspects environnementaux, parce qu'en droit privé, il y a également des aspects assez intéressants, mais je vais me limiter essentiellement à l'aspect social et sanitaire, comme c'est le thème commun pour cette table ronde. Alors, donc, ma tâche ici, c'est de s'interroger sur comment le droit chinois aujourd'hui organise les règles en matière de la responsabilité sociale des entreprises et son application en droit positif. Alors, premièrement, je vais parler de cette objectivation en deux sens, l'objectivation du fondement juridique et objectivation de son régime juridique. Alors, concernant l'objectivation du fondement juridique, c'est ce que M. Liebing a appelé le durcissement de ce droit, mais non seulement en matière pénale ou en matière environnementale. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a également une tentative de durcir ou densifier cette responsabilité en matière du droit des sociétés. Avec la réforme de 2005, on a inséré un article, l'article 5, dans la nouvelle loi des sociétés qui exige une responsabilité de manière générale pour les entreprises en matière sociale et sanitaire. Autrement dit, il s'agit d'une norme qui est une proclamation de principe. Alors immédiatement, on réfléchit sur l'application concrète et la potentialité de cette proclamation de principe. Il y a quelques professeurs qui pensent qu'on peut utiliser le mécanisme prévu par la loi des sociétés en matière de la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. Il y a notamment un article qui permet d'inclure un tiers de ses membres dans le comité de surveillance d'une société par action. Alors la grande différence avec le droit allemand, qui serait le modèle, c'est qu'en droit allemand, on a effectivement un système de Mitbestimmung, donc la codécision. Donc le comité de surveillance, qui comprend les salariés, va élire ensuite le directoire, ce qui n'est pas le cas en Chine. Donc on peut dire que c'est un mécanisme qui est effectivement utile, mais qui est en même temps limité. Alors, un autre aspect, c'est l'application autonome de cette proclamation de principe, donc de cet article numéro 5 de la loi des sociétés. Alors, j'ai pu trouver un arrêt, une décision plutôt d'un tribunal de première instance, qui reste un peu isolé, mais qui est révélateur, à mon sens, pour la compréhension de la potentialité de cette proclamation de principe. Il s'agit d'une affaire contractuelle dans laquelle un consommateur avait intenté une action contre son fournisseur de téléphonie mobile, qui était en l'occurrence la plus grande entreprise en Chine, parce qu'il n'a pas pu envoyer ses SMS lors d'une fête. Mais d'abord, l'entreprise a essayé de justifier son action en faisant sa défense sur ses manœuvres de contrôle du réseau téléphonique. Et elle dit que cela relève de sa responsabilité sociale de garantir l'ordre dans la communication téléphonique. Et le tribunal a pu valider ces moyens de défense en donnant raison à l'entreprise et donc a rejeté les demandes de ce consommateur. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a une potentialité de cette responsabilité sociale, proclamée généralement, de s'introduire dans l'autonomie des volontés des parties. Mais en même temps, on voit que dans cette affaire précise, je le redis, qui reste tout à fait isolée, l'utilisation de ce principe reste un peu biaisée, parce que lorsqu'on pense à la responsabilité sociale des entreprises, c'est surtout pour protéger les parties faibles qui sont en contact avec l'entreprise, notamment les salariés et les consommateurs, ainsi que l'environnement, bien évidemment. Alors donc, outre cette proclamation générale, ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'en droit chinois, on connaît le mécanisme pour lever le voile des personnes morales. En réalité, l'article 20 de la loi des sociétés permet
sous certaines conditions, de permettre notamment aux créanciers d'une entreprise de chercher la responsabilité d'une société mère. Mais les conditions sont relativement strictes. J'évoque rapidement deux conditions. D'abord, il faut qu'il y ait un abus de droit par cette entreprise mère, et aussi il faut qu'il y ait des dommages graves pour le créancier. Donc la charge de la preuve est relativement importante pour les créanciers, et en même temps, ce qu'on constate aussi, c'est que la doctrine préconise également une application stricte de ces règles, donc on peut douter de son utilité en matière de responsabilité sociale des entreprises. Alors, deuxième aspect de l'objectivation, donc l'objectivation du régime juridique, c'est un aspect qui est relativement bien compris, surtout en Occident, parce que ce matin, M. Suppiu lui-même a rappelé le passage de la responsabilité pour faute vers une responsabilité objective, donc sans faute. On constate également cette évolution en droit chinois. En droit de l'environnement, c'est le cas. En matière sociale également, on constate la même évolution. Mais le problème, c'est que, en matière sociale, précisément, pour la réparation des accidents du travail, on ne connaît pas tout à fait le même mécanisme qu'en France. Parce qu'en France, on a un mécanisme de compromis. Donc, le salarié est pris en charge directement par la sécurité sociale, mais il renonce, ou en tout cas, il n'a plus son droit d'agir sur le plan civil. Alors qu'en droit chinois, cette dualité a été maintenue, mais on peut croire au prime abord que c'est un avantage donné aux salariés. Mais cela revient en réalité à nuire aux intérêts des salariés. Pourquoi ? Parce que finalement, lorsque c'est une disposition qui nous dit que c'est uniquement en cas de non-versement des cotisations sociales par l'entreprise que les salariés peuvent agir contre l'entreprise sur le plan civil. Autrement dit, cela incite certaines entreprises à ne pas verser leurs cotisations sociales parce qu'elles peuvent se croire que devant un procès, elles peuvent encore gagner contre les salariés. Et surtout, le procès étant assez long, cela pourrait devenir un obstacle pour les salariés. Donc ce mécanisme duel a été très critiqué par la doctrine. Il y a des volontés du législateur pour modifier ce système, mais à l'heure actuelle, on a encore beaucoup de difficultés liées à cette dualité. Alors donc, autre manifestation de cette objectivation en termes de régime juridique, c'est notamment l'encadrement procédural dans le fonctionnement d'une entreprise. Alors, par l'encadrement procédural, je veux parler surtout des études d'impact qui sont désormais obligatoires pour les entreprises lorsqu'elles travaillent, soit dans des secteurs qui comportent un danger pour la sécurité des travailleurs, notamment dans les mines, et aussi en matière environnementale, on trouve également les obligations liées à ces études d'impact. Donc, ex ante, on va essayer de prévenir tous les risques liés à la production. De même, en matière procédurale, on peut constater également une standardisation dans les normes à adopter dans l'entreprise. Alors, je ne vais pas rentrer en détail sur la standardisation, mais bien évidemment, on pense à la réflexion développée par M. Suppiu sur la gouvernance par les nombres. Ce qu'on peut constater aujourd'hui également, c'est que cette gouvernance à travers une standardisation peut être simplement double tranchante. Donc, pour les entreprises, il faut que ce soit encore regardé de très près. Alors, je passe à la deuxième partie de ma présentation sur l'effectivité de ces règles en Chine, ce que moi j'appelle la judiciarisation de la responsabilité sociale. Alors, cela rejoint à des remarques déjà données par le professeur Li Bing. Par exemple, il a évoqué l'action d'intérêt général. On peut aussi essayer de traduire par action d'utilité publique. Donc, ce type d'action, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais simplement, on peut constater que cette action n'est pas limitée à la matière environnementale. En matière du droit de la consommation, on constate également une permission
pour ce type d'action. Mais de même, là, on constate également peut-être une sorte de réserve ou une prudence du législateur, parce que l'organisation qui peut intenter ce type d'action est en réalité définie, donc strictement par la loi. Il s'agit en l'occurrence de l'Association des consommateurs de Chine, donc, qui est une organisation liée aux autorités publiques parce que dans son statut, elle est subordonnée au Bureau d'industrie et du commerce national. Donc, en tout, il y a 33 organisations qui sont responsables, ou en tout cas qui sont chargées de ce type d'action pour plus d'1 milliard de consommateurs en Chine. Donc on peut douter effectivement de l'effectivité de ce mécanisme. Un dernier point sur la judiciarisation de cette responsabilité sociale, je voudrais évoquer les moyens du juge pour condamner les entreprises. Alors, comme les condamnations sont souvent relativement faibles, et cela encourage d'ailleurs une logique purement économique, on peut penser à la théorie Law et Economics, donc le Efficient Breach of Contract, c'est relativement courant pour certaines entreprises. Donc parfois, on a essayé en Chine d'installer un régime de dommages punitifs. Alors cela s'est avéré en matière du droit de la consommation, mais également dans certains domaines relativement spécifiques. Mais je voudrais insister sur le droit de la consommation. Ce qu'on constate, c'est que l'application existe, mais les conditions, en tout cas, sont encore relativement strictes. Et le montant reste, selon moi, insuffisant, parce qu'il s'agit de donner une indemnité qui équivaut à 2 fois du dommage subi, donc qui reste encore relativement insuffisant. Alors peut-être un dernier mot pour conclure l'ensemble de cette présentation. Je voudrais revenir sur un cas qui est récent aussi, mais qui cette fois-ci concerne le droit de l'environnement, mais qui est lié à l'application de ces normes. Alors dans un arrêt récent, donc un arrêt confirmatif de la Cour supérieure de la province de Jiangsu, donc la Cour suprême en quelque sorte de cette province, il y a un employeur du fait de sa pollution, a été condamné à une indemnité bien sûr, mais aussi à un travail d'intérêt public en matière de protection de l'environnement. Les juges ont justifié cette peine civile par la considération de ce principe pollueur-payeur, ou en tout cas celui qui pollue doit réparer. Mais on peut aussi douter de la légitimité de cette sanction parce que d'une part, cette sanction n'est pas précédée de l'ensemble des garanties données par le droit pénal, d'une part, et d'autre part, cette sanction peut porter atteinte également à la liberté de ces personnes privées. Mais on peut aussi comprendre la solution des juges parce que finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont peu de moyens, en tout cas peu de capital social, mais en même temps qui ont une capacité potentielle de porter atteinte aux intérêts des consommateurs ou de l'environnement. Donc c'est le dilemme donné par la situation chinoise, donc une situation sociale réelle, aux juges. Alors comment on peut répondre à cette situation ? Moi, personnellement, je suis plutôt comme le juge Fletcher, je suis relativement pessimiste, je pense qu'il y a une urgence en Chine, et donc il faut une synergie de volonté et d'action entre le gouvernement, la société civile et les autres acteurs qui sont dans la scène chinoise, donc avec aussi une intervention sans doute de la sphère internationale. Donc c'est par cette synergie qu'on peut sans doute arriver à sortir de cette situation si compliquée en Chine. Je vous remercie.